Je suis Dr Abdesmed Samira, responsable du module de cytologie destiné aux premières années de médecine de la faculté de médecine de Batna 2 pour l'année universitaire 2020-2021. Le module est donc destiné à ces étudiants-là et ci-dessous, vous avez mon lien de contact. Donc aujourd'hui, nous poursuivons avec le chapitre numéro 6 intitulé Les jonctions intercellulaires. D'abord, il faut définir les objectifs principaux à atteindre à la fin du cours. Premièrement, donner des définitions des jonctions intercellulaires, indiquer les molécules d'adhérence et leur localisation et décrire quelques modèles d'adhésivité et à la fin, donner quelques pathologies qui sont directement liées au dysfonctionnement d'adhérence de ces jonctions. Donc, pour introduire un petit peu le thème, dans un tissu particulier, les cellules voisines sont séparées par des espaces intercellulaires et malgré cette séparation, ces cellules sont liées les unes aux autres et elles sont en contact avec certains points appelés jonctions. Il faut noter que le sang est le seul tissu à posséder des cellules libres, donc aucune jonction. Et les jonctions intercellulaires contiennent de nombreuses molécules qui sont responsables de la transmission de signaux. Ce sont des structures donc dynamiques qui sont capables de modifier leur structure au cours d'événements normaux ou encore pathologiques. La déstabilisation des jonctions permet aux cellules de se déplacer, d'aller envahir les tissus voisins et engendrer des cancers qui sont d'évolution très défavorable pour la santé des individus. Donc les jonctions intercellulaires diffèrent en fonction de trois éléments: la forme, la fonction et l'espace, la largeur de l'espace intercellulaire. Donc si on ne prend en considération que la largeur de l'espace intercellulaire, on va distinguer trois types de jonctions qui sont les jonctions serrées, les jonctions d'ancrage et les jonctions communicantes. Donc voilà un petit schéma explicatif. Donc à gauche, nous avons le schéma d'une jonction ouverte, au milieu une jonction serrée et à l'extrême droite un desmosome qui est en fait un type de jonction d'ancrage. Donc nous allons commencer par détailler ces différents types de jonctions et on va commencer par les jonctions occlusives, appelées également serrées ou zonula occludens ou encore en anglais tight junctions. Donc ces jonctions occlusives ou serrées constituent une bande continue qui entoure toute la circonférence de la cellule. Les feuillets externes des deux membranes plasmiques de deux cellules adjacentes sont tellement collés qu'aucun espace ne les sépare, donc l'espace intercellulaire est vide et nul, ce qui va empêcher donc le passage de toute substance d'une cellule à une autre cellule. Ces jonctions occlusives sont constituées essentiellement par des protéines transmembranaires de type claudine, occludine ou encore cadérine. Ces jonctions jouent un rôle fondamental dans le maintien de la fonction de filtrage sélectif au niveau des épithéliums et les échanges ne se font donc jamais à travers ces jonctions fermées, mais les échanges se font obligatoirement à travers les cellules adjacentes. Les jonctions serrées ou occlusives arrêtent les déplacements latéraux des protéines et les lipides de la membrane plasmique et donc la structure de la membrane apicale et de la membrane basale ont des compositions moléculaires différentes et aussi une différence de fonction qui va s'en suivre. On trouve ces jonctions essentiellement dans les épithéliums, les cellules musculaires lisses et entre les neurones. Donc voilà un petit schéma où on voit sur la figure 2B une jonction occlusive et on voit très bien que les deux feuillets des deux cellules sont liés l'un à l'autre, donc aucun espace intercellulaire et donc ça empêche l'échange des deux cellules à travers ces jonctions, à travers ces points de contact
les échanges se font donc à travers les autres parties de la membrane plasmique, c'est-à-dire du pôle apical vers du pôle basal vers le pôle apical. Donc, il faut aussi citer que dans les cas anormaux, des pathologies peuvent être liées à ces jonctions occlusives ou serrées. Donc, on voit qu'une lésion des jonctions occlusives provoque une perte de leur étanchéité, c'est-à-dire elles peuvent s'ouvrir et laisser passer, donc en conséquence, certains éléments. Et ça, c'est un échange qui est extrêmement grave, puisque le milieu intérieur de l'organisme et le milieu extérieur ne sont plus séparés et donc les échanges par conséquent ne sont plus contrôlés. La désorganisation de ces jonctions due à des mutations génétiques ou à une altération des claudines provoque de grandes fuites d'eau, de sel et de protéines. On peut également observer l'effet d'une toxine bactérienne qui est la zonulatoxine. Cette zonula est sécrétée par le vibrion colérique et elle va avoir pour objectif de désorganiser les claudines et permettre une grande fuite d'eau et de sels minéraux qui vont se traduire par une diarrhée. Donc un colérique dans ce cas peut perdre jusqu'à 10 litres d'eau par jour. On cite également les gastro-entérites dans ce cas qui sont saisonnières et qui sont principalement dues à des virus, des rotavirus, qui agissent aussi de la même manière que la zonulatoxine. Le deuxième type de jonction, c'est les jonctions communicantes, appelées également ouvertes ou gap junctions. Donc ces jonctions sont des régions spécialisées des membranes des deux cellules voisines. Elles sont caractérisées par le rapprochement des deux membranes et dû à la présence de connexions. Et ces connexions sont des canaux transmembranaires qui vont faire communiquer les compartiments cytoplasmiques des deux cellules voisines avec un espace intercellulaire perméable. Donc on note qu'il y a quand même un espace intercellulaire entre les deux membranes des cellules voisines. Alors ces jonctions assurent le transfert d'informations et elles peuvent permettre l'échange de petites molécules telles que des ions, des vitamines, des acides aminés, des sucres, etc., qui peuvent donc passer directement du cytoplasme d'une cellule au cytoplasme de la cellule voisine. Ces jonctions ne permettent pas de partager par contre les macromolécules telles que les protéines, les acides nucléiques, etc. On note aussi que la baisse du pH, l'augmentation du calcium intracellulaire, la phosphorylation des connexines peuvent considérablement diminuer la perméabilité de ces jonctions communicantes et à ce moment-là, qui vont fermer totalement ou partiellement les connexions et arrêter les échanges entre les deux cellules voisines. De nombreux types cellulaires sont porteurs d'un grand nombre de jonctions communicantes, notamment les cellules musculaires du cœur, dans lesquelles elles jouent un rôle essentiel dans la transmission de l'activité électrique entre les cellules cardiaques. Voilà, c'est la figure 2D où on voit deux cellules voisines adjacentes. Entre les deux cellules, il y a un espace intercellulaire assez important et le contact, l'échange entre les deux cytoplasmes des deux cellules se fait à travers des canaux appelés des connexons qui appartiennent en fait aux membranes des deux cellules voisines et qui permettent les échanges de petites molécules telles que des ions, des sucres simples, des acides aminés et jamais des macromolécules. Donc également, il y a certaines pathologies qui sont directement liées au dysfonctionnement des jonctions communicantes. Ici, je retiens pour vous deux grands exemples. Les maladies génétiques qui sont dues à des mutations de gènes qui codent pour les connexions, qui vont donc induire des maladies génétiques. Je cite un grand exemple,
de la mutation du gène CX32 qui est porté par le chromosome X et donc qui peut toucher autant les femmes que les hommes. Et cette mutation va engendrer une neuropathie humaine héréditaire. C'est la maladie qui est connue sous le nom de Charcot-Marie-Tooth. Et cette maladie neuropathique est caractérisée par une atrophie musculaire, une mutation encore connue du gène CX26 qui va provoquer une surdité chez l'homme et cette surdité apparaît avec le vieillissement. Une autre pathologie, c'est la tumorigénèse, c'est-à-dire la formation des tumeurs. Les cellules cancéreuses en culture ont montré qu'elles demeurent indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire dissociées. Pourquoi? Parce qu'elles ont perdu ces jonctions communicantes et ces cellules continuent donc à se multiplier. Elles vont perdre le signal de contrôle des mitoses et elles vont commencer à migrer librement. Cette autonomie des cellules cancéreuses dépend donc de l'absence d'informations intercellulaires qui contrôlent justement le nombre de mitoses et ces cellules malades ne possèdent plus de jonctions communicantes. Le troisième type de jonction cité plus haut, c'est les jonctions d'ancrage. Et donc l'ancrage des cellules est réalisé par deux grands types de jonctions qui diffèrent par leur composition moléculaire. Je cite les desmosomes et les hémidesmosomes. Alors, les desmosomes attachent les cellules les unes aux autres et ils font un assemblage grâce à des protéines d'adhésion transmembranaire de la grande famille des cadérines. Par contre, les hémidesmosomes assurent l'adhésion non pas entre cellules, mais entre cellules matrices extracellulaires. Et ces hémidesmosomes, ces jonctions, sont composées d'un assemblage de protéines de la superfamille des intégrines. Donc voilà un petit schéma qui nous montre justement les deux types de jonctions d'ancrage. En haut, c'est les desmosomes qui sont à proximité du pôle apical. Et en bas, c'est les hémidesmosomes qui réalisent l'ancrage des cellules sur la lame basale. Et donc, c'est la liaison entre la membrane du pôle basal avec la lame basale qui appartient à la matrice extracellulaire. Donc, je commence par les desmosomes, les petits détails. Donc, les desmosomes unissent deux cellules épithéliales adjacentes. Donc, c'est une adhésion cellule-cellule. Les desmosomes sont caractérisés par des plaques protéiques de type cadérine dans lesquelles s'insèrent les filaments intermédiaires qui appartiennent au cytosquelette des deux cellules voisines. Les desmosomes sont observés essentiellement dans les épithéliums prismatiques ou cubiques simples des cellules polarisées. Donc, les desmosomes sont localisés juste au voisinage du pôle apical, au-dessous de la jonction occlusive, c'est-à-dire là où on trouve les jonctions occlusives, juste à côté, on trouve des desmosomes. Ici, l'espace intercellulaire est très large et ces desmosomes sont répandus dans les tissus qui sont soumis à des tensions mécaniques brutales, notamment le muscle cardiaque, l'épithélium dermique et le col de l'utérus chez la femme. Donc les hémidesmosomes, le deuxième type de jonction d'ancrage, ils sont présents sur la membrane plasmique des cellules en contact avec la lame basale. Les hémidesmosomes donc permettent l'adhésion des cellules avec la matrice extracellulaire, c'est-à-dire ils permettent aux membranes des pôles, du pôle basal à adhérer sur la lame basale. Et ils sont constitués de la superfamille des intégrines. Et donc, ils unissent la surface basale des cellules épithéliales à la membrane basale sous-jacente. Donc, en restant toujours dans la voie
de donner toujours des exemples liant le cours au domaine médical. Certaines pathologies aussi ont été directement mises en cause dans certaines maladies. Donc, on peut citer les maladies acantholytiques. Ce sont les maladies de l'épiderme de la peau qui sont dues à une perte de cohésion des kératinocytes, soit entre eux, soit avec la lame basale due à une absence des desmosomes. On cite également le pemphigus vulgaire mortel. C'est une maladie auto-immune où les desmosomes sont directement détruits par des anticorps anti-DSG1 et anti-DSG3. On cite également la cancérogénèse épithéliale où on note que les cadérines sont modifiées par une mutation d'un seul acide aminé et à ce moment-là, l'adhérence cellulaire diminue, ce qui va faciliter la mobilité des cellules cancéreuses, c'est-à-dire les cellules vont se détacher de leur matrice et elles vont commencer à migrer, ce qui va augmenter donc le risque de métastase. Et donc, on observe la dissémination des cellules cancéreuses par voie sanguine et lymphatique jusqu'à ce que le cancer soit généralisé, ce qui va entraîner une fin fatale. Voilà, donc, avant de terminer, je tiens à rappeler que ce cours est uniquement une ébauche sur les jonctions intercellulaires et que ces jonctions seront détaillées et développées lors du module d'histologie qui sera abordé au deuxième semestre du programme de la première année de médecine. Donc sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis que le prochain cours, c'est le chapitre numéro 7 intitulé « Le cytosquelette ». Merci de votre attention.